Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est à la première journée du sommet, on n'est pas que des parents, donc c'est la troisième année consécutive que j'organise ce sommet. L'idée, c'est vraiment de rassembler des pros sur des sujets divers et variés. J'essaye de changer un petit peu les thématiques chaque année, même s'il y a des thématiques qui reviennent toujours un petit peu. Parce que forcément, on doit toujours préparer l'arrivée de bébé, on doit toujours préparer son postpartum, on doit toujours accompagner les 1000 premiers jours. Du coup, il y a quand même des sujets assez phares, mais il y a des sujets qui reviennent pas toujours. Je vais juste me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Lucille Watrin, j'ai fondé le sommet On n'est pas que des parents en 2022 avec cette idée de rassembler des pros pour accompagner les parents. Cette année, on a la chance qu'il soit gratuit. J'ai été un petit peu soutenue par Mustela pour cela, qui m'a aidée. Et Mustela, comment on s'est rencontrés? Du coup, parce que Mustela est un client à moi. Je suis aussi cliente pour certains produits, mais en tout cas, ils sont aussi clients de Juners, une agence que j'ai créée. Donc, c'est une agence qui accompagne les sujets, les entreprises sur les sujets de parentalité et d'égalité femmes-hommes, avec vraiment pour ambition de faire un peu bouger de ligne dans les entreprises. Et du coup, après un audit en entreprise, j'essaye de proposer le meilleur programme, la meilleure politique parentale, que ce soit autour de contenu, d'événements, avec mes interventions, mais aussi avec les interventions de tous les partenariats que je crée avec Joners, donc avec tous les partenaires que j'ai, que vous verrez peut-être jeudi, si vous êtes inscrit à la journée de jeudi. Donc voilà, ma vocation, c'est de faire bouger les lignes, d'accompagner les parents. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout spécifiquement de comment je prépare l'arrivée de bébé. Il faut savoir que quand j'ai une amie qui tombe enceinte, la plupart du temps, on passe quelques déj ensemble pour préparer tout ça. J'ai prévu cinq gros points. Le premier, c'est le postpartum. Le postpartum, on en entend beaucoup parler sur les réseaux et ça a beaucoup évolué. Merci Eve Simonet d'avoir travaillé pour tout ça. Si vous ne connaissez pas Eve Simonet, je vous invite à aller voir la plateforme On Suzanne, O-N, et après Suzanne comme le prénom. C'est une plateforme de streaming de documentaires. Et il y en a notamment fait un qui s'appelle Notre postpartum, qui vous présente en tour de 3 ou 4 épisodes vraiment ce qui va se passer dans votre corps, dans votre tête, dans votre couple. Et c'est pas anodin. Les trois grands principes pour moi du postpartum, c'est l'anticipation. Se rendre compte qu'après, vous n'aurez absolument pas la même vie qu'avant et que du coup, vous allez devoir anticiper pas mal de choses, notamment sur l'alimentation, sur la maison, sur les choses à prévoir, bref, pour bébé. En tout cas, anticiper. Donc, quand on dit faites-vous des plats dans le congèle, c'est vraiment pas juste pour faire beau dans le congélateur ou pour faire bien sur Insta. C'est vraiment, vraiment, ça nous aide. Et ça peut aussi être sur la liste de naissance de demander des plats. La chaleur, en postpartum, on a vraiment, vraiment beaucoup besoin de chaleur. Donc, même si on est en plein été, c'est vraiment important de continuer de manger chaud, de manger des plats réconfortants et d'éviter au maximum, surtout les premiers temps, les crudités. Alors, quand on accouche au mois de décembre, c'est plutôt simple. Quand on accouche là, dans les mois qui vont venir, avril, mai, juin, juillet, août, on a plutôt tendance à avoir envie de sushi et de carottes râpées. Et c'est pas forcément ce dont le corps a besoin. Donc même s'il ne faut pas se frustrer et manger ce qu'on veut globalement, essayez quand même de privilégier les bouillons, les soupes, les plats un peu mijotés avec de la sauce pour que votre corps se réchauffe, parce que même s'il fait chaud dehors, votre corps a vraiment besoin de se réchauffer. Et il vous faut de l'ocytocine, donc entourez-vous des gens que vous aimez, entourez-vous des gens qui vous font du bien, entourez-vous des gens qui ne vous font pas d'injonction, qui ne vous demandent pas de poser votre bébé si vous avez envie de le porter. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent. Et ça, ça fait le bon parallèle avec la deuxième partie. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la préparation de la liste de naissance. J'ai été, évidemment, comme beaucoup de ces mamans qui passent des milliers d'heures sur les sites de puriculture à vouloir acheter le meilleur truc, le plus beau, le plus machin, surtout ne rien oublier, pour au final, je vous avoue, vendre beaucoup de choses d'occasion qui en fait étaient neuves. Il y a des choses qui sont hyper importantes et sur lesquelles il faut se pencher. Je vais les évoquer. Et puis, il y a des choses, il vaut mieux voir comment vous allez vivre avec votre bébé. Alors, quand vous êtes en milieu rural, c'est encore un peu différent, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont en ville et qui sont citadines, on a globalement à peu près tout à portée de main, quasiment tout le temps ouvert. Donc, je pense qu'il faut aussi se laisser de la place à comment je vivrai avec mon bébé, comment va être mon enfant. Désolée, j'ai un truc dans l'œil. Comment va être mon enfant et de quoi je vais avoir besoin. Alors, pour moi, les indispensables sur lesquels il faut vraiment se poser et prendre du temps, je vais vous les dire, c'est le siège auto. Déjà, premier point, c'est que c'est un poste vraiment, vraiment très conséquent de la liste. Je
pense que j'ai un cheveu. C'est un poste vraiment très conséquent de la liste de naissance. Ça coûte très cher un siège auto. On n'achète pas un siège auto d'occasion ou alors à quelqu'un qu'on connaît et en qui on a genre toute sa confiance. Mais un siège auto, s'il y a eu un choc avec la voiture, il est censé partir à la poubelle. Il y a beaucoup de sièges auto justement qui font ça si vous envoyez votre constat, qui vous changent le siège auto pour un neuf. Parce qu'en fait, toutes les mousses à l'intérieur, tous les trucs de polystyrène vont vraiment être abîmés. Et ça peut au final créer un siège auto qui est un peu qui est un peu défectueux. Et on ne s'en rend pas compte à l'œil nu. On ne parle pas d'un choc énorme. Ça peut être juste des petits chocs. Je rentre dans les fesses de la voiture devant au feu rouge et ça tape un peu, bah, ça peut abîmer. En tout cas, il faut faire attention. Pour ça, il y a un site qui est vraiment la référence pour comparer, que ce soit en termes de qualité des crash tests, taille du siège auto, parce que des sièges auto qui sont de la même catégorie mais qui sont plus ou moins grands, ou encore qualité-prix. Parce qu'en fait, si vous allez dans les enseignes type autour du bébé ou Aubert ou choses comme ça, il faut savoir que les sièges auto qui sont les premiers ne sont pas forcément ceux qui ont les meilleurs tests au crash test et qu'il ne faut absolument pas se faire conseiller par, désolé s'il y en a qui sont là, mais en tout cas par les vendeurs de ces magasins parce qu'ils ne sont absolument pas formés sur ce sujet et qui sont surtout commissionnés en fait. Donc, ils ne vous aideraient pas vraiment. Donc le siège auto, il vaut mieux avoir beaucoup moins de jouets, beaucoup moins d'habits, acheter ses habits même d'occasion, plutôt que d'avoir un siège auto défectueux, parce qu'en fait, on n'a qu'un enfant, donc s'il y a un accident, ça serait quand même dommage. Et le site de référence, c'est Sécurange, il s'appelle, elle recense tout, elle est indépendante, elle compare les sièges, et par exemple, moi, je sais que mes enfants sont très grands. Ouais, je savais que j'allais avoir des grands enfants, des grands et gros enfants. Du coup, en fait, quand j'ai choisi mes sièges, bah, j'ai pris les plus grands de la catégorie pour que mes enfants soient le plus à l'aise dedans. Si vous faites une petite crevette, évitez de faire ça, par exemple. Mais en tout cas, elle va vous conseiller sur son site. C'est un poste important, donc réunissez-vous sur la liste de naissance, quitte à faire une cagnotte, au lieu d'avoir 10 000 cadeaux, mais d'avoir voilà, quelques jolies pièces. Le deuxième point, c'est le porte-bébé. Il faut savoir, alors que ce soit votre premier ou un autre, le portage, ça permet vraiment d'avoir les mains libres et de faire autre chose. Et même s'il est vraiment très très important de se reposer quand bébé dort, surtout si vous allaitez, surtout dans les premières semaines, avoir le porte-bébé, ça vous permet d'avoir une petite autonomie et d'avoir quand même une vie à peu près normale en dehors de bébé. Du coup, on ne peut pas savoir vraiment quel va être le porte-bébé qui va nous plaire le plus. Donc, il y a plusieurs options. Soit on fait un cours de portage avec une monitrice, et souvent, elles ont un grand panel, donc ce qui vous permet d'essayer. Et là, encore une fois, le mieux, c'est peut-être de l'essayer quand vous êtes enceinte, parce qu'elle a des poupons lestés. Mais au tout début, parce qu'une fois que vous avez votre gros bidou, bah, c'est pas très possible. Ou alors, en tout cas, de faire ça dans vraiment les tout premiers jours de bébé. Souvent, les monitrices de portage font aussi les bains thalasso. Donc, du coup, un bon moyen de faire un bain thalasso avec votre bébé et de choisir votre moyen de portage et de bien le mettre. J'ai le souvenir que j'ai organisé avec Mustela la maison des parents à Rennes au mois de janvier. Et il y avait une petite maman qui installait son bébé qui était vraiment tout petit. Il avait à peine Il avait moins de 2 mois, je pense, dans un porte-bébé, un préformé sur elle. Et du coup, les petites jambes n'étaient pas très bien mises. Alors évidemment, bah, l'idée n'est pas de la culpabiliser, de la critiquer, c'est juste que bah, il pleurait, il y avait du monde, il faisait chaud, elle avait sa grande qui n'était pas très loin. Voilà, elle a pas réussi à mettre les jambes comme il faut. Et du coup, j'ai été l'aider, lui mettre bien ses petites jambes, et du coup, bah, le bébé s'est apaisé tout de suite, en fait. Donc, avoir quelques tips pour pouvoir bien positionner son bébé en porte-bébé, ça peut vraiment aider. Et ça permet de pouvoir faire d'autres choses dans la maison que de s'occuper de lui et de l'avoir dans les bras et donc d'être gêné. Et un point aussi qui est très important, c'est le tapis. Le tapis, c'est vraiment un best-seller à avoir et un point sur lequel il faut aussi, je pense, mettre un petit peu d'argent. On voit beaucoup de tapis. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a les tapis qui sont avec des matières pas très très clean au niveau de la mousse, etc. Sachant que votre bébé va vraiment avoir le nez dessus. C'est quand même intéressant si le produit est clean. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il ait une certaine densité. Pour mon premier, j'avais un tapis qui était un peu trop mou, un peu trop fluffy. Du coup, mon bébé avait beaucoup de mal à se retourner et ça l'a un peu... alors, il va très bien aujourd'hui, hein, mais je veux dire, ça l'a pas aidé, je pense, dans la motricité. Du coup, le tapis doit vraiment être ni trop dur ni trop ferme. Et moi, je vous recommande, alors ils sont chers, mais ils sont fabriqués en France.
Après, ça peut être un cadeau des grands-parents, un cadeau des collègues de boulot. Les tapis Mésamé, je ne suis pas sponsorisée, j'aime beaucoup cette marque. J'ai eu cette marque à la maison. Ils sont vraiment super parce qu'ils sont lavables. Et autant vous dire que quand on a un bébé qui bavouille, et ils bavouillent à peu près tous, c'est intéressant. Les coloris sont vraiment sympas. Ils vont dans la voiture pliés en quatre, c'est vraiment très pratique. Ils font même une petite matelas d'appoint quand vous n'en avez plus besoin. Donc c'est génial. En tout cas, voilà, siège auto tapis, c'est vraiment des points importants. On n'a pas forcément besoin de transat. Je ne suis pas vraiment une adepte du transat, mais ça peut quand même rendre bien des services. Et moi, je sais que j'ai eu un transat pour mes enfants, pas pour les poser pendant ma douche, parce que j'avais plutôt tendance à les mettre sur leur tapis, justement, pour qu'ils puissent me voir. Donc, je décalais le tapis dans la salle de bain. Ou quand ils étaient OK, je les laissais dans leur chambre, mais en tout cas, je, je les laissais sur leur tapis. Mais je sais que j'aimais bien qu'ils soient dans leur transat quand on était à table. Parce qu'un enfant, si vous faites une diversification, la diversification, c'est jamais avant 5 6 mois. Et du coup, ils ont quand même voilà, envie d'être avec nous. Et l'avantage d'avoir un transat qui va à table, c'est qu'en plus, il est à la hauteur, à votre hauteur. Et que du coup, bah, il va s'intéresser, vous allez pouvoir gazouiller avec lui. Et même si vous parlez avec votre conjoint, si jamais c'est le premier de la famille, bah, il va entendre, il va écouter, il va vous voir, enfin, ça va être hyper intéressant et hyper riche pour lui. Du coup, moi, je suis vraiment pro transat mais sur les chaises hautes. Donc, c'est les chaises stock, mais il y en a plein d'autres marques qui le font. Et du coup, vous avez vraiment le transat que vous pouvez utiliser comme un transat qui s'enlève, mais surtout qui va à votre hauteur. On en trouve plein d'occasions à des petits prix. Donc, c'est vraiment très accessible. Et pour le coup, ça craint pas grand-chose de l'acheter d'occasion. Voilà. Au niveau des vêtements, il faut avoir un bon petit trousseau, mais voilà, vous le savez, on peut commander maintenant rapidement en ligne. Il y a Vinted, il y a aussi plein de marques, Verbaudet, Sergent-Major, Okaïdi, H&M, Zara, bref. Du coup, vraiment, éviter de prévoir trop de choses. Moi, je sais que pour mon fils, j'avais prévu des tonnes de vêtements. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas envie forcément de l'habiller avec les petits vêtements qu'on avait parce que bah, la température n'est jamais la bonne, parce qu'ils naissent au mois de juin, mais en fait il se met à faire froid, donc du coup les shorts, c'est pas possible. Toutes les matières un peu qu'on aimerait bien mettre à bébé, les petits jeans, les petites vestes, en fait vous vous rendez compte que votre bébé il est vraiment pas à l'aise dedans. Du coup, laissez peut-être venir les choses. Vraiment un conseil, ça vous évite de dépenser trop d'argent. Et au moins, vous vous concentrez sur... voilà, pour moi, les trois gros achats, c'est les quatre gros achats, tapis, c'est Joto, porte-bébé et la chaise haute, sachant que les chaises stock, elles sont pas données, mais puis même, après, il y a plein d'autres marques qui font à peu près les mêmes styles, mais c'est des chaises qui sont hyper évolutives. Et nous, je sais que notre grand, il a laissé sa chaise, il avait 9 ans. Donc en fait, ramené à la vie d'un enfant, il a été assis correctement, ses pieds bien à plat pendant toute sa croissance, et c'était hyper important pour nous qu'il puisse être serein et éviter des trucs comme ça quand il mangeait. Le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était la partie du travail. J'aime beaucoup cette notion de co-responsabilité et le fait que quand je quitte un boulot pour partir en congé maternité, j'ai besoin de le préparer. J'ai besoin d'être bien entourée, donc déjà que ma grossesse était bien accueillie et pas qu'on m'ait fait des remarques. En tout cas, en partant du principe qu'on est dans un environnement bienveillant, il est important de préparer ça et donc de prendre du temps avant le congé maternité pour préparer les dossiers, pour faire des passations, que ce soit avec votre manager, avec quelqu'un d'autre de l'équipe ou un dispatch dans l'équipe ou avec quelqu'un si vous avez été remplacé pendant votre absence. Mais en tout cas, voilà, de remettre de l'ordre pour aussi que vous puissiez partir sereine, en fait. Outre le fait que l'entreprise a continué de tourner et qu'elle a peut-être besoin d'avoir des informations avec lesquelles vous allez partir. Aussi parce que au moins, vous serez un peu plus sereine et vous pourrez être plus tranquillement et éviter d'être dérangée. Du coup, on prépare, on organise et on ne fait pas ça sur les 15 derniers jours avant de partir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que bébé va arriver. On ne sait pas si on va avoir un petit souci, on ne sait pas si on sera assez en forme pour tenir aux 6 semaines près avant le terme. Du coup, vraiment, je vous encourage à, dès le début du dès le début du troisième trimestre, voire milieu du deuxième, à commencer à préparer, à organiser, à voir les échéances, à faire des réunions avec votre manager voilà, pour préparer le terrain de votre départ et puis pour préparer votre reprise. Vous envisagez de reprendre à tel terme, vous ne savez pas encore trop, vous n'êtes pas obligé de confirmer, vous avez le temps. Mais en tout cas, dire qu'au début, vous ne serez pas la même personne. Au début, vous allez peut-être pouvoir reprendre à 80%, peut-être qu'au début, vous allez reprendre qu'à mi-temps. Bref, tout ça pour dire que ça se prépare. Le mieux, c'est de le faire main dans la main avec votre manager ou avec vos RH, ou les deux.
Mais en tout cas, c'est pas je quitte et je reviens comme si je revenais de vacances. Vraiment, vous revenez pas de vacances quand vous revenez en congé mat, vous allez être épuisé. Et quand vous allez revenir, justement, si vous avez bien préparé votre départ, ce sera encore plus facile. Il faut se dire qu'il y a vraiment comme un re-onboarding, donc comme si vous intégrez votre poste pour la première fois. Donc, vous allez devoir vous remettre à jour en fonction du temps où vous êtes parti. Si vous êtes parti 3 mois, 6 mois, un an, bah forcément, vous allez avoir une mise à jour plus ou moins longue. Vous allez avoir une mise à jour aussi au niveau de l'organisation qui a peut-être évolué, des dossiers, des changements, des résultats, des choses que vous avez peut-être initiées qui sont tombées. Donc, qu'est-ce que ça donne? Comment je réajuste le plan de la suite? En tout cas, tout ça pour dire que quand je reviens au boulot, j'ai plusieurs semaines, si ce n'est un bon mois, voire deux, où je reprends mon poste, mais je ne suis pas là le lundi matin à 8 heures et je fais mes missions comme avant, en fait. C'est pas possible, je ne pourrais pas. Et ça, c'est intéressant déjà de l'avoir en conscience, vous, d'être prête à accepter ça, mais surtout de passer le mot, d'éduquer en fait le marché, d'éduquer votre manager, d'éduquer vos RH sur le fait, bah, quand je vais revenir, bah, j'aimerais bien avoir 15 jours où bah, peut-être on fait des petites réunions avec un peu tous les pôles de direction pour voir ce qui a bougé. Peut-être que quand je reviens, on peut se faire une petite session de team building pour m'aider à cette reprise. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut aménager pour que ce soit plus facile et pour que ce soit plus confortable pour vous parce que vous allez déjà être très fatigué. Ce sera compliqué de laisser votre bébé potentiellement. Ce sera quand même un grand chamboulement pour tout le monde et il faut y aller pas à pas. Le quatrième point, pardon, c'est le couple. Un livre de Hannah Rock est sorti récemment que je vous invite vraiment à, à lire et Eve aussi, dont je parlais au début, en parle aussi. Clairement, on ne prend pas de décision quand on est fatigué. Euh, Quand on est parent, on perd des centaines et des centaines d'heures chaque année de sommeil et c'est vraiment compliqué d'être la bonne personne que l'on devrait être dans ces moments-là. Avoir un enfant, c'est vraiment un très, 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 très gros chamboulement et on est peu préparé à ça. Nos parents nous ont peu dit que ça allait vraiment chambouler parce que déjà, ça va être très probablement l'une des personnes que vous allez aimer le plus au monde alors que vous pensiez que c'était votre mari ou votre compagne féminine, quel que soit votre modèle de famille. Et du coup, bah, c'est chamboulant. Vous allez être épuisé, comme je dis. Donc, bah, quand on est fatigué, on en parlait ce matin avec Cédric Rostin, on est irritable, on s'énerve beaucoup plus vite, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Tout ça pour dire que jetez pas tout par la fenêtre tout de suite. Laissez-vous du temps. Accordez-vous des vraies pauses de sommeil. On en parlait avec Sandra juste avant sur la partie sommeil. Ça peut faire du bien de ne plus dormir ensemble. Et c'est pas la fin du couple, c'est juste qu'on a besoin de vrai sommeil et qu'il y en ait un qui gère pendant que l'autre dort vraiment. Au lieu de dormir chacun bof bof, bah, il y en a un qui, une fois sur deux, dort correctement. Et puis, s'accorder à son rythme des moments à deux, tout doucement. Alors, il y en a, ça va être au bout de 3 mois, et ce sera très bien. Il y en a, ça sera au bout d'un mois, et ce sera très bien aussi. Et puis, il y en a, c'est au bout de 2 ans. Voilà. Je pense qu'il faut s'écouter, et s'écouter à deux. C'est pas parce que vous, tout vous convient et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir des moments à deux que l'autre le pense aussi. Et du coup, peut-être s'accorder sur le fait de pouvoir discuter de ça et d'ajuster pour faire famille et essayer de tenir ce bateau du mieux qu'on peut. C'est vraiment pas évident. C'est un équilibre qui est, euh, qui est dur à trouver et qui en plus est en perpétuelle évolution. Du coup, on est toujours un peu en train de chercher cet équilibre, surtout quand on a des petits en bas âge, surtout quand on a plusieurs. Mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps et de ne pas prendre de décision tant qu'on est fatigué. Lisez le livre d'Anna si vous ne l'avez pas lu. Je vous mettrai les références, je me note. Parce que c'est vraiment intéressant de travailler ce baby clash et d'éviter d'en arriver là. Après, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise solution de se séparer et quand ça va plus, mais en tout cas, il faut vraiment l'avoir fait en conscience et un peu comme tout le reste, être aligné avec ce sujet. Et le dernier point, c'est tout le travail qu'on peut voir autour de soi. Devenir mère, là je vais vraiment m'adresser aux mamans parce que c'est ce dont je peux parler le mieux puisque j'en suis une. C'est vraiment, pour moi, c'était vraiment la naissance d'une nouvelle personne. J'étais de ces femmes qui critiquaient les enfants qui faisaient des crises dans la rue.
Et j'ai eu des enfants. Voilà, comme on dit souvent, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Et du coup, je trouve que devenir mère, ça a été vraiment, vraiment un grand chamboulement. Et, euh, et je vous invite à prendre le temps de l'accueillir, ce chamboulement, cette nouvelle personne, à cultiver cette nouvelle personne que vous êtes et à prendre du temps pour vous si ça réveille des blessures de votre enfance, si ça réveille des blessures de votre adolescence, si ça réveille des blessures de votre jeunesse d'adulte. Euh, c'est important de prendre le temps parce que tout ce que vous n'avez pas forcément réparé, tout ce que vous n'avez pas forcément bien compris, bah, peut-être que ça va venir justement se réveiller lors de votre grossesse, lors de la naissance de votre enfant. Et du coup, ça peut être intéressant de se pencher dessus avec un thérapeute, un psy. L'idée n'est pas, pour moi, on est loin d'être fou quand on va voir un psy. Je pense que ça aiderait beaucoup, beaucoup de monde sur cette terre d'être accompagné. Du coup, je vous invite, si vous en ressentez le besoin, alors je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que les prises en charge sont vraiment assez médiocres. En tout cas, si vous avez cette possibilité, je vous invite à cheminer parce qu'en fait, vous deviendrez forcément vous êtes devenu une meilleure personne. Voilà, vous grandissez, donc vous devenez voilà, chaque jour un peu mieux, de toute façon. Et peut-être que cette naissance a fait naître des nouvelles facettes qui vont chambouler un peu toute votre vie et notamment votre vie professionnelle. On en parlera demain avec Gaëlle. Ça va être très très riche ce sujet. Moi, clairement, je j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. C'est aussi déroutant pour le couple, hein, parce que mon mari m'a choisi enfin, m'a choisi comme j'étais avant et un peu comme si vous aviez acheté une fleur bleue et puis qu'au final vous arrivez à la maison, elle est rose, vous dites mais en fait non, je voulais une bleue. Bah, c'est aussi ça, pour avancer dans son couple. En tout cas, il faut accueillir cette nouvelle personne que vous êtes. Et s'il y a des choses qui sont plus compliquées, surtout vous faire accompagner, parce que c'est pas évident. Quand on est en postpartum, qu'on a ses enfants, qu'on les voit grandir, que nous c'est chamboulant, qu'on ne sait plus trop où on en est, de se retrouver tout seul. On ne se sent pas toujours compris par son entourage. Donc vraiment, n'hésitez pas à sauter le pas. Alors on n'est pas très nombreux, mais s'il y a des questions, normalement vous avez accès au module questions-réponses en dessous. Donc n'hésitez pas euh, posez vos questions. Normalement, vous avez accès. Je ne sais pas si vous en avez. On va attendre quelques secondes avant que vous vous décidiez à potentiellement en poser. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On n'était pas dans des choses très pratico-pratiques, mais en tout cas, c'était quand même intéressant euh, de vous partager tout ça. Ce sera évidemment disponible en replay, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, celles qui sont arrivées un petit peu en retard, bah, c'est pas très grave. Vous allez quand même pouvoir en profiter. Non, il n'y a pas de questions. Bon, en tout cas, vous recevez mes mails, donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. L'idée, c'est de se dire qu'il faut, pour moi, la conclusion de cette intervention, c'est plutôt qu'il faut accepter ce qui se passe, accepter qu'on devient une nouvelle personne et, euh, et faire avec et grandir avec cette nouvelle personne. Voilà, bon, bah, il n'y a pas de questions. Je vous laisse sur cette dernière parole. Si vous avez des questions qui sont venues, bah, n'hésitez pas à répondre à mes mails. Comme ça, je répondrai à vos questions directement par écrit ou je referai un petit live. Pour celles qui sont connectées, pour info, le live de 15h n'aura pas lieu. Caroline a eu un accident de taekwondo. Du coup, on le reprogrammera à une autre date. Je vais faire un petit mail pour dire ça. Et du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vais vous envoyer les liens des replays de toute la journée. À très vite. Au revoir.